Bon Gary, il y a des travaux chez mon voisin juste en face, du coup on est allé dans un parc et on a la chance qu'il fasse beau. Oui, il fait très beau, je me suis rendu compte en arrivant qu'il y avait un sacré boucan, donc on a bien fait d'aller ailleurs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter sans parler du tout de sexualité, s'il te plaît? Alors je suis Gary, j'ai 30 ans. Je vis à côté de Paris, à Rueil-Malmaison, mais je passe beaucoup de temps dans le 10e arrondissement. C'est un peu ma vie quotidienne. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es à l'aise de... Donc Gary, c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Est-ce que tu veux raconter une passion, un truc qui fait de toi Gary? Quelque chose qui te différencie des autres? Alors à ce jour, ce qui me vient direct à l'esprit, c'est le projet dans lequel je me suis lancé il y a 2 ans. J'ai créé avec mon meilleur pote une galerie d'art dans le 10e. Donc voilà, je passe beaucoup de temps sur ce projet qui m'anime énormément. Et c'est un peu ma vie en fait. Voilà, j'en suis assez fier des projets que je monte autour de ce lieu dans le 10e. Et tu veux dire ce que c'est comme lieu? Oui, mais en fait, c'est un espace d'exposition pour des artistes du courant street art et pop art. Donc on organise des expos, des vernissages, des moments privilégiés avec des artistes aussi. On a lancé des afterwork qui n'existent pas dans le milieu de l'art, qu'on appelle Drink and Paint, et on passe des moments super. Et voilà, bientôt je vais lancer une édition Rainbow Edition destinée aux hommes gays, donc je suis assez fier de tout ce qui se prépare ici. T'es ok que je mette un lien que tu vas me donner dans le descriptif de l'épisode, comme ça les gens ils peuvent aller jeter un œil? Oui, je suis tout à fait ok avec ça. Ok. Pourquoi tu as eu envie de participer au podcast? Pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast? Parce que je pense que j'ai des choses à dire aussi comme les autres. Hein. J'ai écouté pas mal des épisodes des précédents podcasts et je pense que voilà, mon parcours peut aider d'autres hommes gays comme moi pour plusieurs raisons que j'aurai le temps d'exposer, je pense, là, avec toi. Et si tu devais nous donner un teaser, ça serait quoi la raison qui a fait que tu as pris du temps dans ta semaine pour venir te poser dans ce parc? Bon, j'avoue, il fait trop beau. Mais c'est quoi la raison qui te donne envie, une seule, de participer au podcast? Alors, s'il faut trouver une seule raison, je dirais en teasing que j'ai grandi dans un milieu avec pas mal de restrictions et un fort niveau de culpabilisation de tout ce que j'étais en fait. Et maintenant que j'ai réussi à me libérer de ça, j'ai envie d'en parler pour que d'autres puissent se libérer peu à peu, voilà, de ces entraves-là. Ok, du coup, en fait, j'ai envie qu'on commence par là. Ouais, est-ce que tu peux raconter cet univers dans lequel tu as grandi? Alors moi j'ai grandi dans une tradition religieuse chrétienne assez rigoriste qui est connue de plein de gens, je pense. J'ai grandi dans une famille témoin de Jéhovah et mon père est même fait partie de la hiérarchie locale. Donc c'est un milieu où il y a énormément d'interdits. Et durant toute mon enfance et surtout l'adolescence, hein, le moment où on se construit, où on sent qu'on a envie de certaines choses, ça a été une période et un parcours très difficile pour trouver une forme de liberté. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps et je pense que j'ai été libre. Alors maintenant j'ai 30 ans et je pense que le moment où je me suis senti vraiment libre, c'était mes 28-29 ans. Donc c'est assez frais et ça dit comment ça peut prendre du temps en fait de se sentir autorisé à vivre sa vie tout simplement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont les témoins de Jéhovah? J'ai volontairement fait aucune recherche et j'y connais vraiment rien, donc imagine que je sois vraiment sans aucune connaissance. Est-ce que c'est considéré comme une secte aujourd'hui en France? Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu les principes et ou les pratiques dans lesquelles tu as été éduqué? Alors c'est une religion qui est née aux États-Unis, qui est dérivée des religions adventistes et évangélistes qui ont pignon sur rue aux États-Unis. Et en fait c'est un mouvement qui veut une pratique assez rigoriste de la Bible.
Aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est un mouvement qui est considéré comme ayant des dérives sectaires, mais il n'est pas établi que c'est une secte en France, en fait. Donc là, avec... alors, il y a plusieurs ouvrages, des écrits de journalistes, notamment très récemment, qui ont pointé les dérives sectaires du mouvement, mais pour l'heure, c'est pas établi, voilà, clairement. Et du coup, concrètement, si tu peux me donner 3 exemples qui a différencié nos éducations. Moi, j'ai pas été éduqué avec des témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il y a, juste pour que je me rende compte de ce que ça veut dire grandir au sein des témoins de Jéhovah? Alors grandir au sein des témoins de Jéhovah, ça signifie ne pas avoir le droit de fêter son anniversaire, donc pas de fête d'anniversaire, pas d'autres fêtes, notamment Noël, c'est également interdit. Pas le droit, quand on est enfant, de fréquenter d'autres enfants qui ne sont pas du mouvement. Donc ça veut dire qu'on est dans des écoles publiques, le plus souvent, ou privées, mais pas catholiques en tout cas, puisque c'est interdit. Mais on ne peut pas se faire vraiment des amis, puisque c'est constamment rappelé que les gens qui ne sont pas du mouvement ont forcément une influence très négative, que c'est des gens qui sont vus comme étant sous l'influence du diable, en fait, puisque le monde est considéré comme étant le monde du diable. Et j'ai grandi dans cet environnement, je ne pouvais pas nouer vraiment de lien avec des gens hors du mouvement. Et je ne fêtais pas d'anniversaire, donc c'était très dur de me faire des amis aussi en réalité. Et au-delà de ça, tout ce qui a trait à la sexualité est évidemment proscrit en dehors du mariage, par exemple. Et évidemment, l'homosexualité est un péché absolu. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce sujet-là? Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi en tant qu'homosexuel? Enfin, est-ce que tu t'identifies homosexuel ou bi? Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ton évolution et ton lien avec cette communauté des témoins de Jéhovah? Alors, c'est très dur de savoir par où commencer, mais je commencerai simplement par le fait que je pense que quand j'étais enfant, on voyait déjà quand même assez bien ma différence par rapport aux autres jeunes hommes de la communauté locale. En quoi tu étais différent ? Alors j'étais un peu efféminé, et d'ailleurs j'aimais fréquenter que des filles en fait, et ça m'était très souvent reproché, notamment par mon père. Et donc les autres garçons en général, au sein de la communauté, il y avait des petites moqueries, des choses, des remarques sur la démarche, sur la façon de s'exprimer, sur la prétendue exubérance des jeunes garçons qu'on identifie comme étant efféminés, etc. Et concrètement, ton père t'a dit, t'as parlé de ce côté féminin ou de ta possible homosexualité ? C'était surtout le côté efféminé qui le pointait, mais pas que lui, mais d'autres proches aussi, mais lui en particulier, c'était le côté efféminé, le fait de ne pas aimer, par exemple, pas aimer faire du foot, alors que bon, il n'y a aucun rapport, mais tout ça s'était mis un peu dans le même sac. Ouais. Et tout ça, c'était aussi, je pense, un peu la honte, en quelque sorte, pour lui qui fait partie de la hiérarchie au sein de la communauté témoin de Jéhovah, donc avoir un fils un peu efféminé, ça devait être compliqué. Mais au-delà de ça, comme si j'aimais jouer avec des poupées, des choses comme ça, donc tout ça était assez mal vu. Par contre, on n'abordait pas vraiment l'homosexualité en direct avec mes parents, parce que comme les offices religieux chez les témoins de Jéhovah, c'est 3 fois par semaine. Quand j'étais petit, c'était 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, t'entendais que l'homosexualité était un péché. Donc il n'y avait même pas besoin de rappel, en fait. Le sujet était vraiment... on parlait du sujet 3 fois par semaine, chaque semaine. La question de l'homosexualité est super présente dans le tissu religieux des témoins de Jéhovah ? C'était très fréquent. Okay. Donc 3 fois par semaine, ça dépendait des sujets de discours, mais dès qu'on abordait des thèmes liés à la sexualité, ce qui était donc assez fréquent, puisque c'est totalement proscrit, le thème de l'homosexualité revenait. Ouais. Quel impact ça a eu sur ton développement, à ton avis? Est-ce que toi, tu as eu des symptômes particuliers? Est-ce que tu as dû te cacher? Comment ça s'est passé pour la suite, pour ta construction?
Je dirais que ma construction a été assez anarchique, j'ai envie de dire. C'était pas vraiment, c'était plus de la déconstruction qu'autre chose parce que, alors, moi, quand j'étais adolescent, j'ai eu des moments où j'étais plus attiré par les filles et des moments plus par les garçons. Et après, à la fin, au milieu du collège, j'ai commencé à être beaucoup plus attiré par les garçons. Et je tentais des choses, ça m'empêchait pas de tenter des choses en fait, mais ce qui était vraiment très difficile à vivre, c'était le sentiment de culpabilité qui venait juste après. C'est-à-dire, il suffisait que je sais pas, que quand j'ai embrassé un garçon pour la première fois, ben, bon, j'ai plutôt apprécié de mémoire, mais en fait tout ce que je faisais, il y avait un gros sentiment de culpabilité parce que je croyais vraiment à ce qui m'était enseigné dans les offices religieux, et dans ma construction ça a été chaque fois que je m'autorisais pas à être moi, donc, et chaque fois que je faisais quelque chose qui maintenant me paraît naturel, la culpabilité me rendait littéralement malade en fait. J'avais des états d'anxiété assez importants, et ce qui était extrêmement compliqué, c'est que comme j'avais pas le droit vraiment d'avoir de vrais amis à l'extérieur, mais en même temps, en quelque sorte, j'étais rejeté à l'intérieur aussi, puisque les autres garçons m'adressaient à peine la parole parce que je me comportais en tout cas comme un PD, quoi. Donc du coup, ça a été des années assez solitaires en fait, où je me réfugiais dans l'écriture, dans des choses que j'aimais, dans la lecture beaucoup aussi. Mais par contre, ça a été des années, oui, avec beaucoup de déprime, voilà, au sein de cette communauté. Est-ce qu'on peut faire un... C'est quoi? C'est pas un flashback, au contraire, c'est comment on dit? Là, on va sauter dans le futur, au Gary d'aujourd'hui. Ouais. T'as 30 ans, t'as dit. Est-ce que tu peux me dire, si tu reprends ton téléphone avec la couverture du podcast, que tu me racontes ta sexualité au travers de ces emojis? Aujourd'hui, ta sexualité, c'est quoi? Interdit aux moins de 18 ans, oui, je pense, hein, bien sûr, évidemment. Je dirais plus la flèche qui se lève. Donc tu es plus actif? Voilà, c'est ça. Par plaisir ou parce que tu te sens un peu bloqué sur ta passivité ou... Pendant longtemps, oui, puisque être actif, c'était en quelque sorte correspondre un peu plus à la norme hétérosexuelle de l'homme qui est dans la situation où il pénètre autrui. En l'occurrence, moi, c'était des hommes, mais c'était moins bloquant pour moi dans l'esprit que de recevoir. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça. Mais cela dit, durant l'adolescence, j'ai expérimenté en tout cas beaucoup de choses en fait. Voilà. Ensuite, je dirais les gouttes. Voilà. C'est de la sueur ou du sperme pour toi? Pour moi, c'est plus du sperme en fait. Et du coup, le sperme dans ta sexualité, c'est quoi sa place? Je fantasme beaucoup autour en fait de ça, du sperme, mais j'ai pas eu énormément d'occasion de vraiment, de vraiment jouer avec. Alors on va dire ça comme ça. Pourquoi t'as pas eu beaucoup d'occasions? Parce que j'ai pas vraiment. Je suis resté pendant certaines périodes en couple et je me suis pas, je pense, beaucoup éclaté durant ces périodes-là. Et maintenant que je suis célibataire depuis presque 2 ans, j'ai la possibilité de faire des choses, mais je pense que je prends pas vraiment le temps de le faire. Et puis voilà, j'ai pas trop l'occasion. Mais par contre, ça me fait, quand je regarde par exemple dans la pratique de la masturbation, je regarde des films porno et ça m'excite beaucoup. Ouais. Les 2 garçons qui se tiennent la main. Donc ouais, en tout cas, ça qualifie pas ma sexualité, mais ça qualifie, on va dire, ce dont j'ai envie maintenant, d'avoir une relation où on se tient par la main, ouais, pourquoi pas. C'est ça que tu cherches en ce moment, c'est une relation à 2, l'amour? Oui, voilà, d'autant plus que maintenant je pense que j'ai la maturité qu'il faut, puisque avant, comme j'étais tellement bloqué par toute la culpabilité religieuse et tout ce truc qui me semble totalement absurde maintenant, j'ai eu des relations que j'ai en quelque sorte auto-sabotées, je pense. Et maintenant que je suis assez mûr et totalement libre pour envisager plein de choses, oui, c'est clairement ce que je recherche. Voilà. Tu veux rajouter 1 ou 2 emojis? Oui, donc... je dirais
La main qui est en train de se mettre du vernis. Oui, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'interroger tous les codes de la masculinité, de la féminité, et d'en faire quelque chose d'assez commun en fait, de pourquoi pas se vernir ou se maquiller ou plein de choses. Et toi concrètement tu fais quoi Moi je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je trouve, enfin moi c'est quelque chose que j'ai plus rien qui m'empêcherait en fait en réalité, si je trouve que ça colle avec un style que j'ai envie d'expérimenter, pourquoi pas en fait, alors qu'avant je me serais dit mais non c'est absurde, et maintenant je me dis mais c'est normal en fait. Voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure tu disais que plus jeune tu étais plus efféminé et ça m'est arrivé aussi, enfin genre quand j'étais plus petit j'étais plus efféminé, j'ai reçu pas mal d'insultes et j'ai avalé cette partie-là. Si, peut-être que je l'ai bouffé, peut-être que je me suis mis à manger et tout. Mais en tout cas, je l'ai fait disparaître. Toi, aujourd'hui, quand je te regarde, je ne sais pas si je peux te décrire, mais en fait, tu as vraiment des atours très masculins. Je ne vois plus rien pour le moment d'une part de féminité en toi. Alors, excuse-moi, c'est très réducteur ce que je dis. Ça voudrait dire que la féminité, c'est uniquement des gestes ou... En tout cas, toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir de la place pour exprimer ta féminité, même si moi je ne l'ai pas perçu là à notre rencontre? Alors, longtemps, je me suis auto-censuré et j'ai eu l'impression quand j'y réfléchissais à la fin de l'adolescence et au jeune âge adulte, que c'est comme si j'avais une poterie et que je l'avais façonnée d'une certaine façon pour correspondre en fait, à ce qu'on attendait de moi. Et je pense que c'est ça qui fait que maintenant, c'est vrai que voilà, au niveau du style et au niveau des manières, je pense que j'ai beaucoup censuré ce que j'aurais pu faire, mais maintenant, je suis totalement ouvert à ça. Donc, ça serait quoi, par exemple, le truc un peu pour sortir de la masculinité que un jour tu pourrais tester pour toi? En fait, ce serait peut-être porter un crop top une fois, en fait. Je trouve ça vachement cool en termes de style quand c'est bien porté, et j'aime bien quand les mecs le portent bien. Je sais pas si je porterais ça aussi bien que d'autres mecs que je vois, mais je trouve ça canon en fait. Voilà. Je suis sûr, attends, t'es grand, t'es un peu baraqué, ça serait trop stylé. Tu m'enverrais une photo? Ok, avec plaisir, bien sûr. Tu veux ajouter, donc là on était sur l'emoji vernis, est-ce qu'il y en a une autre qui représente ta sexualité aujourd'hui? L'arc-en-ciel. Donc je sais pas si on peut lier ça, oui, à la sexualité, oui, puisqu'il y a des liens, évidemment, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un symbole qui puisse réunir des gens, voilà, qu'on croit ou pas à l'existence d'un milieu gay, mais je pense que c'est intéressant d'avoir comme ça un symbole. On sait que par exemple quand on marche dans une rue et qu'il y a un drapeau arc-en-ciel, on sait qu'on est potentiellement dans un safe space, et c'est hyper important parce qu'il y a des endroits qui sont pas du tout safe en fait pour nous, voilà, les personnes qui sont un peu à la marge. Est-ce que toi aujourd'hui, dans ton lien à ta famille, c'est un safe space? Est-ce que y a des choses qui ont changé, évolué, ou quelle est ta relation à ta famille par rapport à ton homosexualité? Donc t'es gay ou bi ou autre? Je dirais que je suis gay, majoritairement gay, avec quelques tendances bi. Voilà, c'est ce que je dis. Quand je dis ça à mes amis, ça les fait systématiquement sourire. Mais j'ai eu des aventures récentes avec des filles, mais c'est vraiment marginal dans ma sexualité d'être attiré par les filles en fait. Ok, du coup je dis homosexualité ou bisexualité pour essayer de définir pour la suite de l'entretien? On va plutôt dire homo. Ok. Qu'est-ce que ta famille dit aujourd'hui de ton homosexualité? Est-ce que tu es encore en lien avec eux ou tu as dû couper les ponts? Non, j'ai pas coupé les ponts parce que c'est pas nécessaire pour l'heure, en tout cas pour ce qui concerne mes parents. Déjà, ils vivent assez loin, à 8000 km, puisque j'ai grandi en Guadeloupe et je me suis installé ici il y a 6 ans. Ça va très vite. Donc mes parents sont loin, donc ça me permet d'avoir une certaine liberté par rapport à ça. Et quand on prend des nouvelles, on reste assez positif parce qu'on est loin, on aimerait se voir un peu plus et tout. Ils savent qu'aujourd'hui que tu es homosexuel? Enfin, que tu as fait un coming out auprès de ta famille? J'ai pas fait ça avec mes parents et j'en voyais pas la nécessité en fait. Par contre avec ma sœur oui,
Et il y a eu des moments un peu compliqués avec ma sœur et maintenant je pense que ça va mieux, mais on n'en parle pas du tout. En revanche, ici en Île-de-France, j'ai quand même de la famille, j'ai des tantes qui vivent ici depuis des années. Donc quand je vais chez elles, ça se passe très bien. J'en ai parlé à deux tantes avec qui je suis assez proche, avec lesquelles je suis proche et avec elles ça pose pas de problème. J'ai déjà présenté des gens et tout, donc c'est plus safe, on va dire, ouais, quand même. Et avec tes parents, tu es satisfait de l'état de la relation? Alors avec mes parents, comme ça a été le chaos total durant l'adolescence, ça peut pas être pire en quelque sorte que cette période-là. Donc Tu entends quoi par chaos? Oui, chaos. En fait, dans la mesure où on communiquait absolument pas. Quand on communiquait, c'était assez violent verbalement, je précise. Il y a eu des moments assez violents où je me suis pas du tout senti à ma place, en fait. Et donc pour moi, c'était assez chaotique dans la mesure où c'était très déprimant et j'ai même eu des idées assez noires pendant assez longtemps. Et ensuite, quand je suis parti du domicile familial pour finir mes études sur Paris, j'ai pu nouer des relations un peu plus normales avec mes parents et même passer de bons moments quand ils venaient ici me voir en vacances. Donc c'est dans ce sens-là où je me dis, même si un jour je fais un coming out, en fait, ça peut pas être pire que quand j'étais ado. Donc en fait, ça devrait aller, quoi. L'élément le plus compliqué potentiellement, c'est que vu que maintenant j'ai des positions, on va dire, anti-religion par rapport à la religion dans laquelle j'ai grandi, en fait, et je suis assez contre, c'est vraiment l'élément qui pourrait déclencher une vraie cassure. Parce que chez les témoins de Jéhovah, quand on a été baptisé témoin de Jéhovah et qu'on décide de quitter le mouvement, les règles du mouvement, c'est que les gens n'ont plus le droit de t'adresser la parole, ni même de déjeuner avec toi, et que ce soit ta famille ou tes amis, tu perds tout le monde, en fait. Si les gens qui appliquent stricto sensu les normes du mouvement. Donc, le jour tu penses que tes parents appliqueraient, ton père étant un officiel de cette église, je sais pas comment on appelle ça, cette religion, tu crois qu'ils couperaient les ponts? Je pense que c'est possible. En fait, au fond de moi, je me dis, mais ils peuvent pas être à ce point dans le déni de l'absurdité que c'est de couper les ponts, en fait, totalement. Mais j'ai eu des exemples dans ma famille où les gens ont vraiment coupé les ponts. Et, il est joli ton lapsus. Oui, effectivement, parce qu'en même temps, je pense à péter les plombs, en fait. Et je pense que c'est cet effet potentiellement que ça me ferait. Mais j'ai des exemples concrets, en fait, où ça s'est passé comme ça. Et je me dis, j'espère que dans ma famille, ce ne sera pas ainsi. Voilà. En fait, le coming out, si je t'entends bien, le coming out le plus difficile pour toi, que tu imagines, c'est celui de dire que tu ne crois plus en cette religion, plus que ton orientation sexuelle. C'est le cas ou pas? Oui, en fait, on peut résumer ça ainsi. Ouais. On peut dire ça effectivement, que ce serait encore plus, parce que je pense que c'est su de façon assez tacite, en fait, ma sexualité. Parce que voilà, c'est un mouvement où les gens se marient très tôt. Moi j'ai 30 ans et du coup j'ai présenté personne à mes parents, etc. Donc c'est quelque chose qui se sait et qui je dirais pas accepté, mais on fait comme si c'était pas là. Par contre, ils pourront pas ignorer le fait que si officiellement j'annonce que je suis plus dans leur religion, ils seront obligés de prendre une décision. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter du coup comment tu t'es libéré de cette culpabilité? Parce que j'ai eu l'impression que tu as sous-entendu que tu étais parvenu à te transformer. Comment tu as fait? Alors je pense que le fait de me lancer dans une aventure passionnante où j'ai pu me prouver des choses à moi-même, j'ai pu expérimenter plein de choses, ça m'a libéré d'un coup, en fait, du poids, en fait, de cet héritage religieux et de ce parcours, en fait. Et ça a été déterminant. Il y a eu cette première chose-là, donc le lancement avec mon meilleur pote de notre entreprise. Voilà, et j'ai ressenti vraiment que, j'étais moi, je suis Gary, je peux faire plein de choses, m'éclater, et puis que c'est ma vie, en fait. Et parallèlement à ça, je me suis lancé aussi dans l'écriture d'un récit qui pour moi était comme une espèce d'autofiction de mon adolescence. Et ça m'a vraiment permis de remonter à des moments qui étaient très douloureux dans ma construction, mais ça m'a aussi libéré. Et je pense que ces deux éléments-là réunis ont fait que maintenant, je me sens bien, en fait. Comment tu te sens dans ta sexualité aujourd'hui, dans tes pratiques sexuelles? Est-ce que tu identifies des blocages ou des choses que tu aimerais continuer à développer, ou est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bien et aligné? Je pense que globalement je me sens plutôt bien, voilà. Après je sais que
Et il y a des choses que je pourrais explorer davantage, comme le fait d'être peut-être un peu plus passif à certains moments. Voilà, mais au-delà de ça, je pense que voilà, que je fais des choses et surtout je ressens plus de culpabilité à les faire. Donc ce que je fais, je le trouve bien. Voilà, je m'amuse, même si je suis plutôt actif jusqu'à présent. Mais voilà, dans tous les cas, j'essaie de m'amuser. Tu peux me raconter la dernière fois où sexuellement tu as pris du plaisir ? Oui, c'était la semaine dernière avec un mec que je voyais pour la deuxième fois. Et en fait, je l'ai revu parce que j'aimais bien la personne, mais la première fois où on s'est vu pour du sexe, c'était pas la meilleure expérience. Voilà. Mais du coup, je l'ai revu quand même. Pourquoi c'était pas la meilleure expérience ? J'ai ressenti moins de plaisir que ça aurait pu l'être en fait. Et par comparaison, la deuxième fois, ça a été vraiment... j'ai vraiment aimé en fait. J'ai pris mon pied, je me suis bien amusé avec lui, on était en phase. Est-ce que c'était parce que tu le connaissais mieux, tu lui avais parlé, ou c'est quoi la différence entre ces deux fois-là ? Non, je pense parce que la première fois on a beaucoup parlé avant de passer à l'acte, mais je sais pas, c'était un peu plus... tendu dans le mauvais sens du terme en fait. On s'était pas vraiment libéré. C'est peut-être de son côté que lui il était peut-être plus à l'aise la deuxième fois. Et en plus la première fois en fait, comme je venais chez lui il me connaissait pas, donc on est resté dans son salon et je pense que le fait d'être allé dans sa chambre la deuxième fois, ça nous a permis d'être plus à l'aise. Voilà. Donc c'est la dernière fois que j'ai pris mon pied au lit, c'était avec ce garçon. Et moi, je suis assez inspiré, mais j'ai envie de creuser un peu plus. Comment tu fais pour plus avoir de culpabilité ? Parce que tu dis, comment tu t'es nettoyé de cette culpabilité ? Moi, je te dis ça aussi parce que je pense que personnellement, elle est encore présente dans ma sexualité. Et toi, j'ai l'impression que tu as réussi à t'en libérer. Est-ce que tu peux me donner des astuces ? Donc, tu m'as dit, entreprends, ça je le fais. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, quand tu regardes ton chemin de sexualité, qui t'ont permis de te libérer? Tu m'as dit écrit, c'est-à-dire que tu as ressaisi ton histoire. C'est ces deux ingrédients. Est-ce que tu veux en rajouter un ou deux autres? Oui, donc principalement entreprendre, écrire, voilà, c'est ça qui m'a libéré. Mais j'ai aussi lu des ouvrages qui m'ont beaucoup aidé à me rendre compte que de l'absurdité de tous les clichés qui sont des héritages en fait, des héritages religieux. Et ça m'a permis de questionner même le principe de religion, le principe de l'existence de Dieu ou sa non-existence. Et j'ai notamment lu l'ouvrage de Daniel Elmignac, le prêtre, qui parle de ce que dit la Bible réellement de l'homosexualité, et ça m'a permis de mettre plein de choses en perspective, c'est-à-dire l'interprétation des textes et même le fait de considérer ou pas des textes comme étant sacrés. Ça m'a aidé à relativiser. Évidemment, je veux être respectueux des croyances de chacun, mais je suis arrivé à un point où je considère par exemple la Bible ou d'autres textes sacrés comme des ouvrages de littérature qui sont très intéressants du point de vue littéraire, mais absolument pas des guides de vie à respecter stricto sensu, surtout que le contexte n'est absolument pas le même dans lequel ça a été écrit. Donc tout ça m'a permis de relativiser. Donc j'ai cité ça. C'est quoi le titre ? Tu veux donner le titre du livre Alors c'est de Daniel Elmignac et ça s'appelle « Ce que dit réellement la Bible de l'homosexualité », tout simplement. C'est l'un des ouvrages qui m'ont aidé, mais il y a aussi Duet Amour, l'enquête journalistique alors je n'ai pas envie d'écorcher son nom, Timothée de Rochandre, je crois, qui a écrit toute une enquête sur les thérapies de conversion qui se passent en France, qui sont très connues aux États-Unis et qui n'étaient pas si connues que ça il y a quelques temps. Toi, c'est quelque chose qui a failli t'arriver ? En quelque sorte, oui, parce qu'en fait, ça n'existe pas vraiment chez Témoins de Jéhovah avec cette appellation et de cette façon. Mais par contre, il y a des entretiens avec ce qu'on appelle les anciens, qui sont les membres de la hiérarchie. Et je suis passé par là. Et ce sont des méthodes assez impressionnantes quand même. Mais je ne pense pas qu'on puisse comparer ça réellement aux thérapies de conversion. Tu es à l'aise de nous raconter, c'était quoi ? Tu as été sommé de venir te justifier devant une table d'anciens. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est assez absurde. Tu avais quel âge ? J'avais 17 ans.
entre 16 et 17 ans. Mais ce que je vais raconter, je dis que c'est absurde parce que c'est même presque drôle, puisque ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand j'étais au lycée, pendant un cours, il y a des élèves qui ont pris mon téléphone portable et je suis parti aux toilettes et j'ai pas vu, voilà, j'ai laissé mon téléphone à quelqu'un qui a lu mes messages privés à haute voix. Et j'avais pas fait de coming out en fait, dans ma classe de lycée. Je devais être en seconde. Et en fait, quand je suis revenu, donc il y avait des messages de garçons qui m'écrivaient des choses un peu explicites ou des choses d'amour, voilà, quelque chose comme ça. Et quand je suis revenu, je voyais que les gens étaient différents, ça rigolait pas mal et tout. Et quelqu'un m'a dit, mais Gary, quelqu'un a lu tes messages à haute voix et tout pendant que t'étais pas là. Et ça m'a tellement traumatisé que je me suis totalement isolé pendant quasiment toute l'année scolaire. Et j'ai commencé à sortir avec une fille pour essayer de me donner une image de mec hétéro en fait. Et en fait, ce qui m'est arrivé avec les anciens, c'est que quelqu'un est allé dire oui, il y a Gary qui sort avec une fille. Et ça aussi, c'est proscrit de sortir avec une fille sans que ce soit quelqu'un de la religion. Alors moi, je me suis fait engueuler et dans une réunion très stricte avec les anciens parce que je sortais avec une fille. Et en fait, c'est pour ça que c'est absurde, parce que je me disais, mais s'ils savaient vraiment ce qui se passait, que j'aime les garçons et que je fais des trucs avec les garçons, mais c'était quand même assez dur parce qu'on m'a fait vraiment beaucoup de reproches. Mon père m'a beaucoup culpabilisé pour cette histoire avec la fille. Ma mère faisait criait énormément, faisait, je sais pas, des crises de nerfs, on peut dire ça comme ça, tellement c'était quelque chose de tout à fait horrible d'être sorti avec une fille et de l'avoir embrassée. Et je me disais, mais en fait, si vous saviez en réalité tous les problèmes que je traverse, que personne ne me parle en cours, que je me suis isolé totalement et que je suis perdu dans ma sexualité, etc. Je sais pas ce qui se passerait en fait. À ce moment-là, du coup, tu dis que tu avais 16-17 ans, tu habitais où ? J'habitais chez mes parents en Guadeloupe. Et tu arrivais à converser avec des garçons via des... Tu les trouvais comment ? Via des apps ? Oui, mais en fait, à l'époque, je sais plus en quelle année c'était, mais il n'y avait pas WhatsApp. À l'époque, t'as pas 70 ans. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas Grindr que je sache, en fait. Et donc, du coup, pour rencontrer des garçons, une fois que quand j'ai eu un téléphone portable et Internet et tout, je sais pas si beaucoup de gens connaissent, mais c'était un peu l'ancêtre de Facebook, il y avait Netlog. Et je sais pas si tu as connu ça, toi, mais c'était un réseau social, c'est un des premiers réseaux sociaux où on pouvait rencontrer, discuter avec des gens. Donc je rencontrais des gars comme ça. Il y avait aussi dans des magazines, il y avait des numéros où tu pouvais rencontrer des mecs, fallait taper tel numéro et tout, et tu pouvais parler, c'était comme des chats en fait. Et donc c'est comme ça que je rencontrais essentiellement des mecs. Et aussi il y avait quelques soirées, des soirées gays dans lesquelles j'allais en cachette. Je sortais de chez mes parents et du coup je rencontrais des mecs comme ça aussi. Voilà. Ouais, waouh. Je trouve que quand même, t'avais du courage, quoi. Enfin, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, t'avais du courage envers et contre tout, d'aller à la rencontre de toi et tu vois, de trouver des façons pour quand même vivre cette orientation qui naissait. Alors en fait j'ai toujours été très audacieux par contre sur la sexualité, malgré la culpabilité, c'est assez paradoxal mais ça fait partie de moi, mais je tentais des choses, j'avais envie de plein de choses et j'y allais en cachette, je faisais des trucs. Ce qui était très dur à vivre, c'est que après je pouvais rester prostré 3 jours à culpabiliser, à me dire je vais plus jamais recommencer, à faire des prières de demande de pardon à Dieu, à faire des trucs et après je refaisais, j'expérimentais ma sexualité, ensuite je culpabilisais. C'était un cercle infernal, mais c'était assez difficile psychologiquement à vivre en fait, parce qu'en ce sens, je me sentais comme un pêcheur qui va jamais y arriver, et c'était constamment ça, jusqu'à très long. Enfin, en réalité, si je dis que ça fait 2 ans que je suis libre, ça veut dire qu'il y a 2 ans, je ressentais encore des trucs de cet ordre-là, peut-être moins fort qu'à l'adolescence, donc c'est vraiment très compliqué de s'en sortir d'un mouvement, d'une éducation un peu sectaire et d'en arriver là, quoi. Bravo. Merci. Il y a 2 ans, il y a eu un moment clé. Tu parles de 2 ans comme si tu avais peut-être un anniversaire. Il s'est passé un événement clé où tu te dis, là, je me sens plus libéré, ou ça a été diffus? C'est vrai que je dis ça très souvent et je pense qu'il y a eu un moment clé, mais j'ai du mal à l'identifier parce qu'il s'est passé
plusieurs choses un peu en même temps. Il y a, pour mes 29 ans, j'ai décidé de fêter officiellement mon premier anniversaire. Tu te rends compte, à 29 ans. Parce qu'avant, ça m'était arrivé de faire des trucs, mais c'était pas vraiment un anniversaire. Je disais à mes amis, bon, on va au resto parce que j'ai tel âge et tout, mais je fêtais jamais vraiment en fait mon anniversaire. Et pour la première fois, j'ai dit à mes amis, voilà, c'est mon anniversaire, c'est ma fête officielle d'anniversaire. Certains étaient choqués et tout, et c'était trop drôle. Et, pourquoi ils étaient choqués? Parce qu'ils savaient que je fêtais jamais. Et que même limite ils hésitaient à me souhaiter parce qu'ils savaient oui Gary bon, il est témoin de Jéhovah et tout et ils connaissaient pas trop ce que c'était et tout, mais ils voyaient qu'il y avait quand même un poids de ce truc où il doit pas fêter quoi. Il fête pas Noël, il fête pas les anniversaires officiellement. Et en fait il y a eu ce truc où je me suis dit non c'est ma fête, et ce soir-là j'avais quelques amis attablés chez moi et j'ai dit bon je pense que tout le monde sait que je suis gay. Et là, tout le monde a rigolé, certains étaient en mode « Mais comment il fait son coming out là, c'est quoi ça ?» C'était assez drôle comme scène. Et voilà, je me suis senti tellement libre que voilà, j'ai tout déballé, puis j'étais moi-même en fait. Et je pense que ça a été une espèce d'étape importante pour moi. Voilà. Ah, super. Je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis. Et c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai grandi à Versailles. Donc, beaucoup de ce que tu me racontes, je l'ai un peu touché du doigt dans un milieu catholique traditionnel. Moi, mes parents ne sont pas trop de ce milieu-là, mais j'étais dans un lycée et un collège catho. Et donc, ça me parle complètement ce que tu dis. Et ça me parle aussi beaucoup, cette idée en tout cas, moi, c'est moi qui te l'ai dit, d'avaler, d'enlever cette féminité. Du coup, moi, mon gros délire, et tu peux le voir, toi, les auditrices ne peuvent pas le voir, mais je mets du vernis maintenant parfois. Aujourd'hui, il est jaune pétant, autant te dire que genre, je kiffe. Et quelle galère. En fait, il m'a fallu tout un temps pour intellectuellement comprendre la masculinité et puis voir mon espace de liberté et dire non mais en fait Guillaume tu fais bien ce que tu veux. Et puis en plus t'as 35 ans du coup c'est maintenant, enfin t'es un adulte, ça y est je te donne la validation maintenant, sois libre. Mais j'ai eu du mal quand même à y aller quoi, à m'autoriser et en fait ça doit être c'est extrêmement difficile pour les gens comme nous qui avons été harcelés, réduits par l'autre. Enfin, moi je trouve que ce que tu racontes par rapport à ton collège ou lycée où les gens ont volé ton téléphone, ont volé ton intimité, ont raconté, et cet isolement pendant un an, faut arriver à renouer avec cette confiance en fait, faut arriver à se réouvrir. Je trouve qu'il y a un truc intellectuel et puis un truc du corps aussi parce qu'il est en stress, il est là, non mais en fait je peux mourir socialement à tout instant, donc attends. Et toi, j'ai l'impression que tu es en chemin et en tout cas, tu as réussi à faire, ou tu es en train de faire, je sais pas, à toi de me dire, toutes les étapes pour reconquérir toute ta liberté. C'est le cas ? Oui, c'est un peu ça. Il y a des choses que je n'ai pas encore accomplies, évidemment, que j'aimerais arriver à accomplir. Mais, Ah bah super, ça m'amène à ma question, parfait. On se retrouve dans 5 ans. T'aimerais, pour un deuxième épisode, t'aimerais me raconter quoi sur ton chemin d'intimité, de sexualité? Dans 5 ans, j'aimerais te dire que je suis très entouré d'amis qui me ressemblent. Parce que quand j'ai quitté chez mes parents, j'étais encore très... je m'auto-censurais encore en fait. Donc je fréquentais personne qui était gay par exemple. Donc je me suis jamais fait d'amis gays en réalité. La plupart de mes amis, je dirais 100% sont hétéros. Et j'aimerais me faire des amis, avoir des potes gays avec qui je sors, avec qui on parle de tout. Et dans 5 ans, j'aimerais te dire, voilà, je suis entouré. J'ai aussi quelqu'un dans ma vie avec qui ça se passe bien et que peut-être que l'histoire que j'ai écrite pour me libérer, peut-être que je pourrais te dire qu'elle a été publiée et que je suis hyper content et fier de ça. Voilà, c'est en gros en substance ce que j'aimerais te dire dans 5 ans. Voilà. Et peut-être que tu auras porté un crop top. Et peut-être bien, voilà, exactement. Et que je te montrerai mes photos en crop top et tout, voilà. Pour être sûr que je comprenne ce que c'est genre un t-shirt ou un pull coupé au-dessus du nombril? Oui, c'est ça en fait, c'est exactement. C'est un t-shirt ou un pull coupé qui laisse voir un peu le ventre, un peu ou jusqu'au nombril ou un peu plus haut, voilà. Je suis sûr que ça t'ira super bien. Merci pour ton optimisme. On arrive à la fin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ça? Oui,
J'aimerais dire que pour les gens qui vont, les gars qui vont écouter, ou peut-être pas les gars, ou les personnes non binaires, tous les gens qui vont écouter, qui sont encore aux prises avec une culpabilité liée à la religion, il faut chercher à déconstruire tout ce sacré qu'on met autour de religions qui ont été créées par des humains en fait. Et je pense à Boris Cyrulnik, qui est un intellectuel français dont j'aime énormément le travail, qui dit ce n'est pas Dieu qui a créé les humains, ce sont les humains qui ont créé Dieu. Et donc ça montre que ce qui a été écrit pour culpabiliser des gens pour leur sexualité, pour ce qu'ils font, leurs pratiques et qui ils sont, c'est souvent des choses à relativiser, à déconstruire. Soyez vous-même, éclatez-vous. Voilà. Trop bien. Ça me permet de faire un appel. J'aimerais beaucoup trouver quelqu'un qui a réussi à naviguer entre sa croyance, donc j'aimerais trouver quelqu'un de croyant, et d'homosexuel ou bisexuel, ou en tout cas qui a réussi à naviguer sa religion et sa ou ses sexualités. Je trouverais ça intéressant. Peut-être ça existe. Ouais, c'est fort possible en fait. C'est fort possible, oui. Toi, il n'y a plus rien de religieux en toi, tu dirais ? J'ai beaucoup de mal, comment dire, évidemment que les gens, la liberté de culte, c'est quelque chose de primordial, et comme toutes les formes de liberté, selon moi. Mais j'ai vraiment du mal avec cette idée qu'il y a un Dieu qu'il faut déifier en tant que personne. S'il existe des forces supérieures, j'ai plus tendance à me dire que je crois en l'univers, au fait qu'il y a un ordre plus global. Mais le fait je pense que le fait que Dieu soit personnifié et que ce soit souvent une figure masculine qui soit déifiée ainsi, je pense que ça sert en fait la manière dont le système est construit, c'est-à-dire un système patriarcal qui déifie en plus une divinité qui est aussi patriarcale, qui représente souvent un homme. Et je pense qu'il y a peut-être une autre approche vers le sacré qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait créer peut-être. Donc j'ai du mal avec effectivement la religion telle qu'elle existe dans notre monde actuel. Voilà. Trop bien. Merci Gary. Merci Guillaume. Super. Allô, allô. Ouais, c'est bon. Gary, on était en train de débriefer et on va se rajouter un petit PS si tu as envie. Tu étais en train de me dire qu'il y a peut-être un sujet dont on n'a pas parlé qui pourrait être intéressant à ajouter sur rencontrer l'amour, la sentimentalité. Ça veut dire quoi ? Je trouve que c'est assez compliqué tel que les choses sont faites actuellement sur les applis de créer une vraie relation, de rencontrer déjà des gens. Et sur Tinder par exemple, vu que je me suis inscrit après ma rupture en 2020, j'ai rencontré des gens, mais en fait le plus souvent on match, on se parle une ou deux fois et en fait il n'y a pas de rencontre, ou du coup on n'a pas de réponse. Et je me demande en fait souvent comment rencontrer des mecs en fait, au-delà des applis, est-ce qu'il y a des lieux où on peut aller hors les bars, etc. Et c'est pour ça que je me dis que ce serait bien qu'il y ait de connaître un peu plus des endroits où on peut peut-être... Juste que je comprenne, toi quand tu es sur les apps et que tu proposes à des mecs d'aller prendre un café, ils répondent pas, c'est ça ? Parfois oui, parfois ils répondent, mais le rendez-vous se fait jamais parce que je sais pas, peut-être on est happé par nos emplois du temps. Et je trouve qu'il y a toujours ce truc où c'est toujours la même conversation, salut ça va, tu fais quoi dans la vie, etc. Machin. Au moment où on doit se rencontrer, comme on parle à tellement de personnes sur ce genre d'appli, c'est très dur de se fixer en fait sur quelqu'un. J'ai vraiment l'impression qu'il manque un truc, qu'il y a une case en fait. Il y a le monde de la nuit, c'est-à-dire on va aller dans des bars et voir des mecs danser machin, ça existe. Bien que le contexte limite un peu les choses. Et il y a les applis. Et entre les deux, je trouve pas, et c'est pour ça que je disais à mon pote avec qui on a la galerie, qu'on devrait créer des after-work pour les hommes gays. Comme ça permettrait aux mecs de se rencontrer dans une ambiance peut-être plus feutré, mais moins axé sur le monde de la nuit que dans des bars ou dans des boîtes gays, et que ça me permettrait éventuellement de rencontrer quelqu'un aussi. Bah, génial. Voilà. Quand est-ce que tu lances ça ? J'espère courant février. Donc ça veut dire courant février 2022. Donc voilà, tu mettras de toute façon, je pense, un lien sur mes pages. Mais c'est à la galerie Huawei, bientôt, les mecs, vous pourrez vous rencontrer et peut-être rencontrer l'amour. Ah, trop bien. J'ai une question pour toi. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé.
que toi tu n'as pas amené et que j'ai pas amené, mais que du coup en PS j'ai envie de... Je suis curieux. T'es noir. Est-ce que le racisme, dont moi j'entends beaucoup parler en tant que blanc, est-ce que le racisme est une réalité pour toi dans ton intimité sexuelle, romantique et autres? Ça l'a été à plusieurs reprises. En fait, j'ai l'impression que souvent il y a deux extrêmes quand on est une personne non blanche et quand on est une personne noire en particulier. C'est que sur les applis du type Grindr, voire Tinder, quand les mecs me parlent, c'est souvent par rapport à ma couleur de peau, avec tout un tas de fantasmes qui vont avec et de clichés. Donc tu peux les dire? Ben, souvent, on me demande par rapport à ma queue de noir, en fait. Et souvent, c'est des gens qui n'osent pas dire noir ou qui disent j'adore les noirs, j'adore les queues noires, j'adore. Et tout le j'adore, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu de la fétichisation, en fait. C'est la fétichisation des corps noirs et c'est un peu dérangeant. Et je peux comparer ça quasiment à la haine aussi, parce que c'est dans les deux cas, on est un peu dépersonnalisé, en fait. On nous voit plus que comme des corps et pas comme des individus. Et moi, j'adorerais rencontrer un mec qui me voit avant tout comme un individu, un entrepreneur ou un mec qui essaye d'écrire des trucs avant de me voir comme un corps noir ou potentiellement blanc ou autre. Et c'est ce truc qui est un peu compliqué. Voilà, parce que la société telle qu'elle est fait qu'on projette des choses sur les gens avant même qu'ils ouvrent la bouche. Et ça fait que je pense qu'on rate plein d'histoires potentielles avec des gens formidables en fait à cause de tout ça. Ouais. Est-ce que tu voudrais que je coupe cette partie-là? Parce qu'au final, si toi tu l'as pas amené, est-ce que tu avais aussi pas envie de parler de cette question dans ton témoignage? Non, tu peux la laisser. Je pense que ça apporte aussi quelque chose au témoignage. Ok. C'est intéressant en tout cas parce que moi, dans ma présence sur les réseaux sociaux, les seuls messages que je reçois, c'est est-ce que j'ai une grosse bite ou pas, hein? Je suis blanc. Et du coup, est-ce que tu sais m'expliquer la différence? C'est-à-dire, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire que je sais même... En fait, j'ai l'impression que tous les messages que je reçois, moi, sur les réseaux, c'est de la fétichisation. C'est-à-dire, on me dit, moi j'ai un kiff, tu rentres dans ça ou pas? Est-ce que tu peux m'expliquer la différence pour toi? En fait, je pense que ça a été très bien présenté sur la page Instagram Grindr vs personnes racisées, qui retrace plein de messages que des personnes non blanches et en particulier noires reçoivent sur Grindr, si certains veulent voir à quoi ça peut ressembler. Mais en fait, l'origine de tout ça, c'est que on est dans un monde qui s'est construit sur des bases coloniales, en fait, en France notamment, et donc les corps génèrent des histoires, en fait, qu'on le veuille ou non. Et le corps noir a été le sujet de plein de fantasmes en fait, et qui se retrouvent beaucoup dans la sexualité. Donc ça veut dire que oui, pour toi effectivement, en tant que personne blanche, le fantasme et la fétichisation sera sur une action à faire, sur une situation, tandis que pour moi, le fantasme et la fétichisation va commencer déjà par mon corps, rien que avant que je dise ou que je fasse quoi que ce soit. Et ça change en fait la donne parce que toi on te voit en tant qu'une personne directement, il y a une forme de neutralité. Tandis que rien de ce que je vais faire ou dire, en tout cas de prime abord, sera vu comme étant neutre. On verra un noir, un grand mec noir, un grand mec black comme on dit souvent, qui a fait telle chose. Oui, le mec black qui a fait telle chose. Et toi ce sera le mec. Ça peut permettre de se matérialiser ce que ça peut être. Et voilà, donc... Et toi, tu parles de l'essentialisation. C'est ça, oui. Parce qu'en tout cas, moi, sache que je réponds pas ou je réponds non, et il me dégage. Du coup, tu peux répéter l'Instagram à suivre pour s'éduquer sur ces sujets-là? Alors, c'est Grindr vs personnes racisées. Et en fait, il y a même eu une expo où les captures d'écran étaient exposées dans une galerie il y a quelques temps. Et ça montre l'ampleur que ça a, en fait. Et en fait, je suis effectivement pleinement conscient que souvent, c'est inconscient.
C'est inconscient parce que ce sont des choses avec lesquelles on grandit et on ne se rend pas compte que des choses peuvent être offensantes. Donc je veux pas non plus, je veux pas être accuser les gens individuellement, les gens qui vont écouter ce podcast. Voilà. Mais par contre, c'est intéressant de s'interroger sur les biais parce qu'on est tous influencés par des biais, soit des biais de classe, des biais de race, plusieurs biais qui nous influencent dans la vie de tous les jours. Et c'est très intéressant de se poser la question quand je rencontre un mec, quand je parle avec un mec, est-ce que il me plaît pas parce que je le trouve moche ou est-ce qu'il me plaît pas parce que j'ai des a priori sur peut-être ce que véhicule rien que sa couleur de peau. Est-ce que je peux présenter à ma mère un mec qui est non blanc ou un mec qui est non X, on peut remplacer par plein de choses. Et je trouve que c'est une réflexion hyper intéressante dans la société actuelle. Voilà. Moi, j'ai une question en plus. Donc, imagine, là, tu parles, imagine une personne blanche qui fantasme sur les grosses bites. Comme toi, tu peux fantasmer sur le sperme. Comment elle peut nettoyer son racisme dans son rapport à l'autre sur Grindr? Donc, du coup, elle est sur Grindr, elle est là, moi, je kiffe le sperme ou je kiffe les grosses bites. Donc, ça va être la première question qu'elle va poser à n'importe qui. Comment elle peut s'assurer qu'elle le fait d'une façon non raciste? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si une personne aime les grosses bites et qu'elle demande à quelqu'un si elle a une grosse bite, il n'y a pas de sujet en fait, puisqu'elle n'aura pas dans un premier temps catégoriser la personne par rapport à sa couleur de peau. Mais si elle dit montre-moi ta grosse bite de noir en fait, sans même avoir parlé à la personne et savoir si effectivement la personne a une grosse bite, ça veut dire que dans sa tête, les noirs ont forcément une grosse bite et là on est dans le cliché effectivement. Ah, j'avais pas compris. Ah, ouais. Voilà. Oui, d'accord. En fait, toi, les gens, ils viennent à toi en disant « Salut le noir », donc avec le mot noir vient un catalogue dans lequel je t'essentialise et du coup, tu dois être ça. Oui, alors je dirais pas que ça m'arrive tout le temps, tous les jours, toutes les fois que je me connecte sur Grindr. Mais il y a pas mal de témoignages, notamment sur l'Insta dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que voilà, c'est ce truc de venir directement en appliquant donc des clichés qui sont liés aux personnes noires, ou ça peut aussi arriver aux personnes asiatiques sur justement l'idée qu'ils n'ont pas forcément une grosse bite, ou tous ces clichés. Aborder les gens directement comme ça peut être très offensant. C'est dans ce sens-là. J'ai mieux compris. Je te remercie. Merci à toi.